Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans cette vidéo, on va tenter de dénombrer le nombre de mélanges distincts que peut prendre un 3x3 classique comme celui-ci. On va aussi le faire sur un 2x2, sur un 4x4, et en fait, on va établir une formule générale qui va nous donner le nombre de mélanges distincts que peut prendre un Rubik's Cube cubique de toute taille. On va donc commencer sur le 3x3. Alors pour savoir combien de mélanges peut prendre un 3x3, on va en démonter un et voir de combien de manières on peut le remonter. Donc voilà, j'ai un cube complètement démonté. On a ici l'ensemble des centres qu'on appelle le corps, donc il y en a 6, et tous les centres sont immobiles les uns par rapport aux autres, et donc c'est ça qu'on va prendre comme point de repère pour placer toutes nos autres pièces. Ensuite, on a 12 pièces comme ça, qui ont deux couleurs, qu'on va appeler des arêtes, et on a 8 pièces comme ça, qui ont trois couleurs, et qu'on va appeler les coins. Donc ce que je vais faire, c'est prendre une arête, par exemple ici la verte et blanche, prendre le corps, et je vais décider de la remettre à un endroit complètement arbitraire, par exemple entre le centre rouge et le centre jaune. Et comme j'ai dit qu'on avait 12 arêtes sur le cube, j'avais 12 possibilités pour placer cette arête. J'aurais pu la mettre, par exemple, entre le centre bleu et le rouge, comme ça, ou sur d'autres emplacements, comme entre le rouge et le blanc, entre le blanc et le bleu, etc. Si je décide donc de placer une seule arête, j'ai 12 possibilités. Maintenant, si je décide d'en placer une deuxième, maintenant qu'il y a un emplacement qui est pris par ma première arête, il m'en reste plus que 11 pour la deuxième. Donc mettons que je veuille la mettre entre le blanc et le bleu, donc je vais le faire. J'avais donc 11 possibilités pour mettre cette arête, multipliée par 12 possibilités pour la première. C'est-à-dire que la première, j'ai décidé de la mettre ici, et il me restait 11 emplacements pour la deuxième, mais j'aurais très bien pu décider de mettre la première ailleurs, et donc j'aurais eu 11 emplacements différents pour mettre cette deuxième arête. Ça nous fait donc 12 fois 11 possibilités pour placer mes deux premières arêtes. Maintenant, si j'en mets une troisième, il me reste 10 emplacements, donc on a 12 fois 11 fois 10 possibilités pour mettre mes trois premières arêtes. Si je continue en mettant le reste de toutes mes arêtes, j'aurai donc 12 fois 11 fois 10, puis x 9, puis x 8, x 7, x 6, x 5, x 4, x 3, x 2, fois une possibilité pour placer toutes mes arêtes. À la fin, ça fera donc 12 factoriels possibilités pour placer uniquement mes arêtes sur le cube. Voilà, j'ai donc remonté toutes mes arêtes sur mon cube, et j'ai maintenant l'une des 12 factoriels possibilités d'avoir remonté mes arêtes. Très bien, maintenant je vais décider de remonter mes coins. Donc pour le premier coin, je peux décider de le mettre ici, je peux très bien le mettre ici, ici, ou sur les autres endroits restants. Comme on a dit qu'on avait 8 coins, ça me donne donc 8 possibilités de mettre mon premier coin. Donc pour chacun des 12 factoriels arrangements que j'aurais pu choisir pour mettre mes arêtes, je vais avoir 8 choix pour mettre mon premier coin, donc je multiplie par 8. Maintenant mon deuxième coin, il lui reste 7 choix, donc je multiplie par 7, etc. etc. Et on se retrouve donc avec 12 factoriels possibilités pour nos arêtes, fois 8 factoriels possibilités pour nos coins. Très bien, on a donc pour l'instant 12 factoriels fois 8 factoriels possibilités d'avoir remonté notre cube. Sauf qu'il y a quelque chose que j'ai pas pris en compte, c'est l'orientation des pièces. C'est-à-dire qu'une pièce, une fois qu'elle est montée dans le cube, elle peut rester au même endroit, mais s'orienter sur elle-même. Par exemple ce coin, là on a le rouge qui pointe à côté du jaune. Si je fais ça, on aura le blanc qui pointe à côté du jaune, donc on n'a pas le même état du cube. Et je peux même avoir une troisième orientation pour ce coin, le bleu à côté du jaune. Et c'est pareil pour les arêtes. Cette arête, elle a le bleu à côté du jaune, mais j'aurais pu la monter en mettant le blanc à côté du jaune. Donc chacune des arêtes a deux possibilités d'être orientée, puisque chaque arête possède deux couleurs, ce qui fait qu'on va devoir multiplier notre nombre par 2 pour chacune des arêtes qu'on a sur le cube. On en a 12, on multiplie donc par 2 puissance 12. Pour les coins, sachant que chaque coin a 3 couleurs, on va devoir multiplier par 3 pour chacun des coins qu'on a sur le cube, soit multiplier par 3 puissance 8. On a donc, en démontant notre cube et en le remontant comme on veut, 12 factoriels fois 2 puissance 12 fois 8 factoriels fois 3 puissance 8, possibilité de le remonter. Donc voilà, ça nous fait une première réponse. Maintenant je vais résoudre ce cube. Voilà, donc j'ai commencé à résoudre mon cube et je suis arrivé à l'étape de l'OLL, et je pense que là vous remarquerez quelque chose d'étrange, c'est que cette OLL n'existe pas. Donc si je décide quand même d'appliquer une formule, je me retrouve avec un OLL pas complètement résolu. Si je décide de faire une PLL ensuite, j'aurai plusieurs problèmes qui sont des cas impossibles à résoudre. En réalité, et je vais vous expliquer pourquoi, avoir une seule arête retournée sur le cube, c'est pas possible. Avoir un seul coin tourné sur le cube, c'est pas possible. Et avoir juste deux pièces à échanger sur le cube, c'est pas possible non plus. Donc on a trois paramètres en plus à prendre en compte dans notre calcul.
Alors on va modifier notre calcul. Pour cette arête, quand on la remonte, on peut la mettre dans l'une des deux orientations possibles, mais pour que le cube soit possible à résoudre, on n'a pas le choix, il y en a une seule des deux qui va fonctionner. Donc on divise notre nombre global par 2. Pour ce coin, quand on le remonte, on peut le mettre dans 3 orientations différentes, sauf qu'il n'y en a qu'une seule qui va être bonne, c'est celle-là. Donc on va devoir diviser notre nombre global par 3. Et enfin, pour ces deux pièces-là, on peut les mettre de deux manières différentes, on peut mettre celle-là ici et celle-là là, ou l'inverse, comme ça, et on a donc une dernière division par 2 à faire. Au final, on a divisé notre nombre 2 fois par 2 et 1 fois par 3. Ce qui veut dire que quand vous remontez votre cube de manière aléatoire, vous avez une chance sur 12 qu'il soit possible à résoudre. Et c'est cette division par 12 qu'on va faire sur notre nombre. Donc si on regarde notre calcul, on n'a plus 12 factoriel fois 2 puissance 12 fois 8 factoriel fois 3 puissance 8, mais 12 factoriel fois 2 puissance 10, puisqu'on a divisé 2 fois par 2, multiplié par 8 factoriel fois 3 puissance 7, puisqu'on a divisé une fois par 3. Et donc ça fait environ 43 trillions, certains d'entre vous ont déjà sûrement entendu ce nombre, il est très connu. Donc voilà d'où il vient en fait. Ok, donc j'ai dit tout à l'heure que j'allais vous expliquer pourquoi c'est pas possible d'avoir une seule arête retournée, un coin retourné ou deux pièces échangées, et c'est maintenant que je vais vous le montrer. On va commencer par le plus compliqué, comme ça on sera débarrassé. Pourquoi on peut pas avoir juste deux pièces échangées, par exemple deux arêtes? Pour répondre à ça, on va regarder ce que fait un mouvement sur le cube, par exemple ce mouvement. Donc ce mouvement, il a bougé toutes les pièces qui sont autour du centre de la face rouge, et il les a bougées en cercle, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait maintenant en termes d'échange? C'est-à-dire, combien d'échanges de deux pièces je vais devoir faire pour les remettre comme elles étaient à la base. On va compter pour les arêtes. Je dois échanger cette pièce-là et cette pièce-là pour résoudre celle-ci. Donc ça fait un échange. Voilà. Ensuite, pour résoudre cette pièce-là, je dois l'échanger avec celle-ci. Donc ça fait un deuxième échange. Donc voilà, j'ai résolu ces deux pièces-là. Et enfin, il va me falloir un troisième et dernier échange pour résoudre ces deux pièces-là. Voilà, donc ce qu'on peut en conclure, c'est qu'un mouvement sur le cube, pour n'importe quelle face, par symétrie ça sera la même chose sur toutes les faces, un mouvement, ça fait 3 échanges sur les arêtes. Ok, donc on va compter pour les coins maintenant, donc je vais faire un échange pour résoudre ce coin-là et l'amener ici. Voilà, maintenant je vais en faire un deuxième pour amener celui-là ici, et le résoudre. Et un troisième pour échanger ces deux coins-là et les résoudre tous les deux. Donc on a dû faire aussi 3 échanges pour résoudre nos coins. Ça veut dire que un mouvement, ça fait 3 échanges sur l'orbite des arêtes. Alors l'orbite des arêtes, c'est l'ensemble des positions que peuvent prendre les arêtes. Et ça fait aussi 3 échanges sur l'orbite des coins. Eh bien 3, c'est un nombre impair. Maintenant, si je décide de regarder le cube quand il est résolu, donc avant de faire mon mouvement, on remarque que le nombre d'échanges à faire pour résoudre les pièces est de 0. Ce qui veut dire que la parité d'orbite, c'est-à-dire la parité du nombre d'échanges qu'on devra faire pour résoudre un certain type de pièce, par exemple pour les arêtes, donc la parité d'orbite des arêtes, quand le cube est résolu, c'est pair, parce que le nombre d'échanges qu'il faut faire pour résoudre les arêtes ici c'est 0, et 0 est un nombre pair. De la même manière, la parité d'orbite des coins quand le cube est résolu, c'est 0. Maintenant, quand je fais mon mouvement, on a dit que le nombre d'échanges pour résoudre les arêtes était de 3, et le nombre d'échanges pour résoudre les coins était aussi de 3. Donc on est passé d'une parité paire à une parité impaire, parce que 3 est un nombre impair. Donc ça veut dire qu'un mouvement passe d'une parité paire à une parité impaire, et quoi qu'il arrive, ça sera toujours le cas. Maintenant, je peux décider de faire ce mouvement dans l'autre sens, et je suis passé d'une parité impaire à une parité paire, pour mes deux orbites, l'orbite des arêtes et l'orbite des coins. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que la parité des arêtes ne pourra jamais être différente de la parité des coins, puisque je change toujours les deux en même temps. Je les rends toutes les deux impaires ou je les rends toutes les deux paires. Et ça, à chaque mouvement. Ok, donc maintenant regardons ce qui se passe si j'échange juste deux coins par exemple. Hop, là la parité d'orbite de mes coins elle est impaire puisqu'il faut faire un échange pour résoudre tous mes coins, tandis que la parité d'orbite de mes arêtes, elle, est paire. Et ça c'est impossible à résoudre puisque, on l'a dit, quand je fais un mouvement, je peux changer seulement les deux à la fois, donc rendre ici la parité des arêtes impaire et la parité des coins paire. Et pour résoudre le cube, il faut que les deux soient pairs, puisque les deux doivent valoir 0. Donc c'est impossible de résoudre ce cas-là, ni d'ailleurs ce cas-là aussi, pour la même raison.
et donc on va pas compter ce genre de cas dans notre calcul global. Très bien, donc on a résolu notre premier problème. Maintenant, notre deuxième, c'est pourquoi on peut pas avoir seulement une arête tournée sur elle-même, comme ça. Donc pour expliquer ça, je vais avoir besoin de vous expliquer ce que c'est qu'une arête orientée. Dans certaines méthodes pour résoudre le cube, comme par exemple la méthode ZZ, avant de commencer réellement à résoudre les pièces, on fait quelque chose qui pourrait paraître magique quand on sait pas ce que c'est, qui s'appelle l'orientation des arêtes. C'est-à-dire que toutes les arêtes, on va s'arranger pour qu'elles soient possibles à résoudre seulement en faisant des mouvements R, U, L ou D. Et donc ça, pour n'importe quelle arête sur le cube, ça correspond à une seule orientation sur les deux. C'est très bien, mais maintenant comment on fait pour savoir si une arête est orientée ou pas? Alors il y a plusieurs critères. Si l'arête possède une couleur blanche ou jaune, et qu'elle est sur la face blanche ou sur la face jaune, donc ici la face du dessus ou du dessous, alors elle sera orientée seulement si l'autocollant blanc ou jaune est pointé sur la face blanche ou sur la face jaune. Par exemple là, toutes mes arêtes sont orientées, évidemment, parce que le cube est fini, mais si je fais ça, j'ai ces deux arêtes qui sont orientées, mais ces deux-là qui ne seront pas orientées, puisque le blanc doit être sur la face blanche. Et c'est pareil si je décide d'amener une arête jaune sur la face blanche, celle-ci, le jaune devrait pointer sur la face blanche, donc là elle n'est pas orientée, mais là elle est orientée puisque le jaune pointe sur la face blanche. Ok, maintenant si les arêtes qui ont du blanc ou du jaune ne sont pas sur la face du dessus ou du dessous, mais sur la tranche du milieu. Par exemple ici, j'ai une arête blanche qui n'est ni au-dessus ni en dessous, elle est sur la tranche du milieu. Donc pour savoir si elle est orientée, on va regarder la même couleur de référence qu'avant, donc toujours le blanc ou le jaune en fonction de l'arête qu'on regarde, et on va regarder si elle pointe sur la face de devant ou la face de derrière. Donc c'est à dire que cette arête est orientée, et celle-ci aussi, mais si je décide de les retourner, hop, cette arête, maintenant, vu que le blanc ne pointe plus sur la face de devant, elle est mal orientée, et celle-ci, vu que le jaune ne pointe plus sur la face de derrière, elle est aussi désorientée. Très bien, maintenant, les quatre arêtes qui restent, ça va être le même principe, sauf que au lieu de regarder le blanc ou le jaune, on va regarder la couleur de devant ou derrière. En l'occurrence, comme on a le centre vert devant et le blanc au-dessus, ça va être la couleur verte ou la couleur bleue qu'on va regarder, si l'arête n'a pas de blanc ni de jaune. Donc celle-ci, qui n'a ni blanc ni jaune, sa couleur de référence, ça sera vert. Celle-ci, ça sera bleu, celle-là bleu, et celle-là bleu. Donc, si je l'amène ici, cette arête est orientée, puisque sa couleur de référence, le vert, est bien sur la face de dessus. Maintenant, si je fais ça, elle sera désorientée, puisque sa couleur de référence, le vert, devrait être sur la face du dessus, puisque cette arête est sur la face du dessus. Très bien, maintenant, cette arête ici est résolue, puisque sa couleur de référence, le vert, est bien sur la face de devant, et qu'elle est sur la tranche du milieu. Mais si je change son orientation, comme ça, cette arête est maintenant non orientée, puisque le vert devrait être sur la face verte. Ok, donc maintenant si je prends un cube mélangé, on peut compter le nombre d'arêtes qui sont mal orientées. Donc, celle-là, elle est mal orientée, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi. Donc ça nous en fait 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, donc on a 8 arêtes mal orientées. Si je prends un autre mélange, on va recompter. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Toujours 8. Ok, je prends un dernier mélange. On en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de mal orientés. Bon, je pense que vous avez compris, on ne pourra avoir qu'un nombre pair d'arêtes mal orientées. Parce que j'ai dit qu'on pouvait résoudre les arêtes bien orientées seulement en faisant des mouvements R, U, L ou D. Ça veut dire que ces mouvements-là ne vont pas désorienter les arêtes. Si je prends un cube résolu, toutes ces arêtes sont orientées puisqu'il est résolu, donc un mouvement U ne va désorienter aucune arête. Toutes les arêtes qui sont dessus, l'autocollant qui est sur la face du haut restera sur la face du haut. Un mouvement R, les couleurs de référence des arêtes doivent être soit sur la face du haut ou du bas, soit sur la face de devant ou de derrière. Et ça sera toujours le cas si je fais des mouvements R. Des mouvements L et des mouvements D aussi par symétrie. Il nous reste donc à examiner les mouvements F et les mouvements B. Alors je vais examiner que les F parce que les B feront exactement la même chose. Si je regarde un mouvement F, là j'ai que des arêtes orientées, je fais F, et celle-là elle se retrouve désorientée, celle-là aussi, et celle-là aussi. Donc un mouvement F désoriente les 4 arêtes qui sont sur sa face. Ça veut dire que je pourrais toujours uniquement désorienter des arêtes 4 par 4. Sauf que c'est aussi possible de les désorienter 2 par 2. Je vais vous montrer comment. Je vais faire un F pour désorienter ces 4 arêtes. Je remplace celle-ci par celle-là. Celle-là elle est toujours orientée, celle-là elle est désorientée, et ces 3-là sont désorientés. Je vais les réorienter, et en même temps désorienter celle-là du coup, et on a donc 2 arêtes mal orientées.
Voilà, donc on pourra toujours désorienter nos arêtes uniquement 2 par 2. Ça veut dire que le nombre d'arêtes désorientées sur le cube doit toujours être pair. Ce qui fait que une fois que j'ai placé et orienté mes 11 premières arêtes dans mon cube, ma dernière, son orientation est déjà prédéfinie, puisqu'il faut que le nombre d'arêtes désorientées soit pair. Donc si j'ai déjà un nombre pair d'arêtes désorientées, elle sera forcément à placer bien orientée. Et si j'ai un nombre impair, alors elle sera forcément à placer mal orientée. Enfin, je vais faire l'explication pour les coins. Donc, on va définir l'orientation du coin comme bien orienté si le blanc ou le jaune qu'il y a sur le coin pointe sur la face blanche ou sur la face jaune. Par exemple, là, tous les coins sont bien orientés. Là aussi, puisque tous les blancs ou tous les jaunes pointent sur la face blanche ou la face jaune. Mais là, les coins ne sont pas tous bien orientés. Ok, alors on pourra pas faire comme sur les arêtes et juste dire un coin est bien orienté ou il est mal orienté, puisque un coin a 2 manières d'être mal orienté. Donc ce qu'on va faire, c'est attribuer un nombre à chaque coin en fonction de son orientation. Donc un coin bien orienté, il aura une orientation de 0. Un coin mal orienté de une rotation dans le sens trigonométrique aura un numéro de 1. Et un coin mal orienté de 2 rotations dans le sens trigonométrique aura un nombre de -1. Et avec ce système de comptage, si je regarde un mouvement U, il change absolument pas l'orientation globale de mes coins, puisque l'orientation globale était 0, elle reste 0. Un mouvement R, par contre, qui fera la même chose qu'un F, un L ou un B, lui, il va changer l'orientation de mes coins. Je me retrouve avec celui-là, celui-là, celui-là et celui-là qui sont plus bien orientés. Donc on va compter l'orientation globale. Celui-ci, il est désorienté de 1. Je dois faire une fois dans le sens horaire pour le réorienter. Celui-ci, il est désorienté de -1. Voilà, celui-là, il est désorienté de 1 et celui-là de -1. Donc on a 1 plus -1 plus 1 plus -1, ce qui nous donne 0. L'orientation globale des coins sur le cube sera toujours de 0. Et en fait, quels que soient les mouvements que je fasse sur le cube, quel que soit le mélange que j'applique, si je compte l'orientation globale de mes coins, okay, donc ça vaut 0, plus 1, plus -1, plus -1, donc on se retrouve avec -1, plus 0, plus 1, donc 0, plus -1, ça fait -1, plus 1, 0. Et en fait, quel que soit le mélange que j'applique sur mon cube, l'orientation globale des coins sera toujours de 0. Ce qui veut dire que quand j'ai placé et orienté mes 7 premiers coins sur le cube, le dernier que je place, il pourra prendre seulement l'une de ces 3 orientations pour compléter l'orientation globale du cube et la ramener à 0. Donc le dernier coin que je place, je ne peux pas l'orienter comme je veux. Pour récapituler, je ne peux pas échanger 2 pièces entre elles puisque ça rompt la dépendance entre les parités des orbites des coins et des arêtes qui doit être la même. Donc ici j'ai une parité impaire pour les coins et paire pour les arêtes, c'est pas possible. Je ne peux pas non plus avoir juste un coin tourné, puisque l'orientation globale des coins sur le cube ne sera plus 0. Et je ne peux pas non plus avoir seulement une arête retournée sur elle-même, puisque ça veut dire que le nombre d'arêtes mal orientées deviendrait impair, et ce n'est pas non plus possible. Très bien, on en a fini sur le 3x3, je vais passer au 2x2. Le 2x2, il a que des coins, il a ni centre ni arête, ce qui fait que son calcul va être beaucoup plus rapide à faire. On va juste reprendre la partie des coins qu'on avait sur le 3x3. Donc si on s'en souvient, on avait 8 factoriels possibilités de les placer, multiplié par 3 puissance 8 possibilités de les orienter, mais on a dit que le dernier coin ne pouvait pas être orienté comme il voulait, et donc c'était 3 puissance 7. Ce qui nous fait donc 8 factoriels fois 3 puissance 7 possibilités pour mélanger notre cube. Donc ça c'est vrai si on considère que cet état et cet état sont des états différents, alors que clairement c'est le même état. Donc on va devoir faire une division par le nombre d'orientations possibles que peut prendre notre cube, parce que si je fais ça et ça, sur un 2x2 ça change rien, mais sur un 3x3 ça a changé quelque chose. Donc sur le 3x3 on divisait pas, puisqu'on avait des centres fixes pour nous orienter, mais sur le 2x2 on n'en a pas. Donc on va devoir remplacer le centre fixe par autre chose, qui va être ici un coin qu'on va désigner arbitrairement, par exemple le blanc, vert et rouge, comme toujours fixe, et donc on va avoir le droit de bouger que les faces qui ne contiennent pas ce coin, soit les L, D et P. Et donc on va devoir diviser par le nombre d'emplacements et d'orientations que peut prendre ce coin, soit 8 x 3. Parce qu'il peut se placer à 8 endroits différents et s'orienter de 3 manières différentes. Donc on divise 8 factoriels par 3 puissance 7 par 8 puis par 3, ce qui nous fait donc 7 factoriels fois 3 puissance 6, soit environ 3 millions. On peut retomber sur cette division par 24 d'une autre manière.
juste en se disant qu'on va diviser par le nombre d'orientations possibles que peut prendre ce cube. Par exemple, là j'ai mis la face jaune en dessous, mais j'aurais très bien pu mettre la verte, ou la blanche, ou la rouge, ou la orange, ou la bleue, donc ça fait 6 faces possibles, et chaque face peut prendre 4 orientations différentes, puisque je peux mettre, si je mets la jaune en dessous, la verte devant, la rouge devant, la bleue ou la orange. Donc on a 6 x 4, 24 possibilités d'orienter notre cube. C'est donc la même division par 24 qu'on a fait en divisant par 8 puis par 3. Donc à partir de maintenant, quand on fera le comptage sur n'importe quel cube de taille paire, donc un 2x2, un 4x4, un 6x6 ou plus gros, on va devoir faire une division par 24, c'est-à-dire compter seulement 7 coins sur les 8, et donc au lieu de compter 8 factoriel x 3 puissance 7 pour les coins, on va compter uniquement 7 factoriel x 3 puissance 6. Mais attention, on ne fera pas cette division pour tous les cubes de taille impaire, puisque ces cubes-là, eux, possèdent un centre fixe. Donc pour le 5x5, le 7x7, le 9x9, etc., on gardera bien 8 factoriel x 3 puissance 7. Très bien, on va passer au 4x4. Donc le 4x4, comme le 3x3 et le 2x2, il a des coins. Et comme c'est un cube pair, on va compter seulement 7 de ces coins. Ce qui nous fait donc le début de notre calcul qui sera 7 factoriel x 3 puissance 6. Maintenant si je prends les arêtes qu'on a sur le 4x4, alors ces arêtes sont spéciales, elles ne peuvent pas être retournées sur elles-mêmes. Je vais vous montrer pourquoi, le mécanisme n'est pas symétrique, donc si je veux remettre cette arête à l'envers, ça marchera pas, ça va pas tenir. Là si je le tourne, ça tombe. Par contre, je peux l'échanger avec sa voisine qui du coup prendra la place de celle-ci, mais sera donc à l'envers, et celle-ci aussi pourra aller là et donc être à l'envers. Donc ce type d'arête spéciale, on va les appeler les wings, et on a 24 wings sur un 4x4, puisque on a 12 arêtes sur un 4x4, et chaque arête est constituée de 2 wings. 12 x 2, 24. Si on reprend le même raisonnement qu'on a fait pour le placement des arêtes et des coins, on se retrouve donc avec 24 factoriels possibilités de placer nos wings. Donc on multiplie notre nombre par 24 factoriels, et maintenant on va s'intéresser au centre. Les centres sur un 4x4, on en a 4 par face. D'accord? C'est ce qu'on va appeler ici des centres X, et donc si on en a 4 par face, on en a 24 en tout. De la même manière que les wings, on peut donc les placer comme on veut, et on aura 24 factoriels possibilités de placer nos centres. Sauf que si on regarde, là mes centres, j'en ai 4 par couleur. C'est-à-dire que si je fais échanger plusieurs centres blancs, je vais pas voir la différence. Par exemple, j'amène celui-là ici et celui-là là, donc je vais le faire. Tac. Là, on voit aucune différence alors que j'ai bien fait tourner ces 3 centres. Donc on va devoir appliquer une division encore sur notre calcul. Quelle division on va faire? Alors, si on regarde juste les centres blancs, j'ai 4 factoriels possibilités de les placer les uns par rapport aux autres. Le premier il peut prendre l'un des 4 emplacements, le deuxième l'un des 3 restants, le troisième l'un des 2 restants, et le dernier il a plus le choix. Donc ça fait 4 x 3 x 2 x 1, soit 4 factoriels possibilités. Et on a ça pour chacune des 6 couleurs sur le cube. Même si je prends un cube qui est mélangé, je pourrais toujours faire tourner ces 3 centres blancs entre eux et on verra pas la différence. Donc on va devoir faire une division par 4 factoriels pour chacune des couleurs qu'on a. Et comme on a 6 couleurs différentes, on va donc diviser par 4 factoriels puissance 6. Donc notre calcul global sur le 4x4, ça sera 7 factoriels x 3 puissance 6 pour les coins, multiplié par 24 factoriels pour les wings, multiplié par 24 factoriels pour les centres, divisé par 4 factoriels puissance 6 pour éviter les équivalences entre les centres. Pour le 5x5, lui, si on regarde pour ses coins, on va donc bien prendre 8 factoriels x 3 puissance 7, puisqu'il a des centres fixes, et donc on n'a pas de mélange identique en fonction de l'orientation du cube. Ok, pour ces arêtes, là on voit que cette fois l'arête est divisée en 3. Alors les 2 pièces externes qu'on voit ici, ça c'est des wings, c'est la même chose que sur le 4x4. Si on regarde leur mécanisme, il est toujours pas symétrique, donc on peut pas en remettre une à l'envers dans son emplacement. En revanche, la partie au milieu de l'arête, c'est ce qu'on va appeler les midges, qui correspondront exactement aux arêtes sur un 3x3. Elles peuvent être retournées sur elles-mêmes. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai retourné une midge sur elle-même, j'en ai fait 2 en même temps, puisque comme pour les arêtes, on ne peut pas en avoir une seule de retournée sur elle-même. Donc on va appliquer le même calcul que pour les arêtes. On va donc multiplier par 12 factoriels fois 2 puissance 10 pour chacun des cubes impairs qu'on va avoir, comme le 5x5, pour prendre en compte nos midges. Voilà, maintenant on va regarder les centres. Donc si on compare à un 4x4,
Le 5x5 il a entre autres les centres du 4x4, donc les centres X qu'on avait ici, on les retrouve ici dans les coins du centre. Et en plus de ça, on va avoir ce qu'on appelle des centres plus, qui seront les 4 restants. Ici on ignore le centre central qui lui ne bouge pas, donc il nous restera les centres plus, les 4 restants. Voilà, ces types de centres sont bien différents et ne peuvent pas prendre la place l'un de l'autre puisque leurs mécanismes ne sont pas les mêmes. On va donc avoir deux types de centres, ce qui veut dire qu'on va faire notre multiplication par 24 factoriel 2 fois, et notre division par 4 factoriel puissance 6 2 fois aussi. On se retrouvera donc au final pour le 5x5 avec 8 factoriel x 3 puissance 7 pour les coins, multiplié par 12 factoriel x 2 puissance 10 pour les midges, multiplié par 24 factoriel pour les wings, multiplié par 24 factoriel x 24 factoriel pour les centres, divisé par 4 factoriel puissance 6 x 4 factoriel puissance 6, soit 4 factoriel puissance 12 pour les équivalences des centres. Ok, je vais rapidement passer sur les calculs du 6x6 et du 7x7. Donc, pour le 6x6, c'est un cube pair, donc on va compter seulement 7 des coins, et le dernier sera immobile. On a donc 7 factoriel x 3 puissance 6 possibilités de mettre nos coins. Pour les wings, maintenant, si on regarde, en fait, on a deux types différents de wings. Si je les démonte, ces deux pièces-là ont des mécanismes différents et ne pourront pas prendre la place l'une de l'autre. Si j'essaye de remonter mon cube comme ça ne marchera pas. On a maintenant deux différents types de wings, et de la même manière que quand on avait deux différents types de centres, on faisait notre multiplication par 24 factoriel 2 fois, et bah là, comme on a deux types de wings, on fait aussi la multiplication par 24 factoriel 2 fois. Pour les centres, on a des centres X qui vont être internes, des centres X qui vont être externes, qui ne pourront pas prendre la place l'un de l'autre, puisque leurs mécanismes sont encore différents. Et on a deux types d'obliques sur cette face. Alors les obliques, c'est les types de centres qui seront ni des centres plus, ni des centres X. Donc les obliques, ça va être là, 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 là et là. Et pareil sur toutes les faces. Les obliques, c'est par exemple ces deux pièces-là. Et donc, si je prends une oblique parmi les 8 qu'il y a sur cette face, et que je regarde où est-ce que je peux l'emmener sur cette face, donc elle peut être ici, ici, ici ou ici, mais elle pourra jamais être sur les 4 emplacements restants qu'il y a pour les obliques. Si je veux faire ça, il va falloir que j'emmène une oblique ici, donc comme ça par exemple, et là ça pourra prendre les 4 emplacements restants. On a donc deux types d'obliques différents sur le 6x6, ce qui nous donne en tout 4 types de centres différents, les X internes, les X externes et les deux types d'obliques. Donc on multiplie par 24 factoriel puissance 4 et on divise par 4 factoriel puissance 6 x 4, soit 24. Ok, et enfin pour le 7x7, c'est un cube impair, donc on a des centres fixes, on va compter nos 8 coins, 8 factoriel x 3 puissance 7, multiplié par 12 factoriel x 2 puissance 10 parce qu'on a des midges. On a ici deux types différents de wings, donc multiplié par 24 factoriel au carré. Et combien a-t-on de types différents de centres? Alors on a les centres plus internes, les centres plus externes, les centres X internes, les centres X externes, et enfin les obliques qu'on va appeler les obliques A et les obliques qu'on va appeler les obliques B. Puisque comme tout à l'heure, si je fais donc un échange pour rendre une oblique verte, là on regarde qu'elle pourra prendre 7 emplacements, celui-ci, celui-ci et celui-ci, mais elle pourra jamais prendre, si j'en transforme une autre en rouge, là l'oblique verte ne pourra jamais prendre la place de l'oblique rouge et inversement. Donc on a bien deux types d'obliques différents. Ce qui nous fait en tout 6 types de centres différents sur un 7x7, donc on multiplie par 24 factoriel puissance 6, et on divise par 4 factoriel puissance 6 x 6, soit 36. Ok, donc à partir de là, on va diviser la formule en deux, soit une formule pour les cubes de taille paire et une formule pour les cubes de taille impaire, puisqu'on a des différences entre les deux et on les rassemblera à la fin. Donc si je regarde la formule pour les cubes de taille paire, en gros ce qu'on a, c'est toujours la constante pour les coins, soit 7 factoriel x 3 puissance 6. Ensuite, on multiplie par 24 factoriel puissance le nombre de types de wings qu'on va avoir, puis par 24 factoriel puissance le nombre de centres qu'on va avoir, et on divise par 4 factoriel puissance 6 fois le nombre de centres qu'on a. Ce qu'on va chercher à faire, c'est trouver combien pour un cube de taille n, on a de types de wings et de types de centres par rapport à n. Donc si je prends un 8x8 par exemple, ici on a 3 types de wings.
On a donc les internes, celles du milieu et les externes. Et comment on fait maintenant pour savoir sur un cube de taille n combien on va avoir de wings? On va regarder quelle pièce il y a sur une arête du cube, une arête complète. Il y a un coin, des wings et un coin. Donc on aura toujours 2 coins, ce qui fait qu'on pourra faire n-2 et il ne restera que les wings. Donc n-2, là, pour un 8x8, ça fait 8-2. Il nous reste donc 6 wings. On a 6 wings sur une arête. Et comme chaque arête comprend 2 wings par type de wings, celle de droite et celle de gauche, on va devoir diviser ce nombre par 2. Et donc on a n-2, le tout divisé par 2. Ça nous donne le nombre de types de wings qu'on a pour un Rubik's Cube de taille n. On fait un essai, sur un 8x8, n-2, 6 divisé par 2, 3, on a bien 3 types de wings. Sur un 6x6, n-2, 4 divisé par 2, 2, on a 2 types de wings. Sur un 4x4, n-2, 2 divisé par 2, 1, on a un type de wings. Sur un 2x2, n-2, 0 divisé par 2, 0, on a 0 wings. Et ça marche aussi pour les cubes plus gros, hein. Si on prend un 10x10, 10 moins 2, 8 divisé par 2, 4, sur un 10x10, on aurait bien 4 types de wings, etc., etc. Donc la première puissance qu'on mettra sur notre 24 factoriel, ça sera n-2 divisé par 2. Ok, maintenant on cherche à savoir combien on a de types de centres par rapport à n. Donc pour savoir combien on aura de types de centres, il faut savoir que chaque type de centre possède 4 représentants par face. Donc si je remplace un quart de la face par une autre couleur et que j'ai choisi les bons centres, en faisant tourner, je pourrais remplacer tous les centres. Ce qui veut dire que donc là j'ai bien tous les types de centres qui sont représentés. Et donc on aura un quart des centres sur une face qui seront le nombre de types de centres. Alors maintenant, comment savoir combien on a de centres sur une face pour ensuite pouvoir le diviser par 4 et avoir le nombre de types de centres? Alors pour avoir le nombre de centres sur une face, on va regarder le nombre de centres qu'on a sur un côté d'une face. Donc par exemple ici on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur un 8x8. Et c'est comme tout à l'heure, ça va être n-2 puisque on va prendre une ligne entière et on va enlever la wings de gauche et la wings de droite. Donc on aura n-2 centres sur un côté d'une face. Ensuite ce n-2 on le met au carré pour avoir le nombre de centres qu'il y aura dans un carré de côté n-2. Donc ça fait n-2 au carré. Et là on a le nombre de centres qu'on a sur toute une face et on divise donc ce nombre par 4 pour avoir le nombre de types de centres. Donc le voilà notre exposant, ça va être n-2 au carré sur 4. Et donc c'est ça qu'on va mettre sur notre deuxième 24 factoriel et en produit de notre 6 qui est en exposant de notre 4 factoriel dans notre division. Donc au final, pour un cube pair, on aura 7 factoriel x 3 puissance 6 pour nos coins, multiplié par 24 factoriel puissance n-2 sur 2 pour nos wings, multiplié par 24 factoriel puissance n-2 au carré sur 4 pour nos coins, divisé par 4 factoriel puissance 6 fois n-2 au carré sur 4 pour les équivalences des centres. Donc on a deux 24 factoriels qui sont puissance quelque chose et qui sont multipliés. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire la somme de ces deux puissances et avoir plus qu'un seul 24 factoriel. Donc en développant et en réduisant, on a donc 24 factoriel puissance n au carré moins 2n sur 4. Donc voilà, c'est la formule générale pour les cubes pairs. Maintenant, si on veut la même formule générale pour les cubes impairs, il va nous falloir trouver combien on a de wings sur un cube impair et combien on a de types de centres sur un cube impair. Donc pour le nombre de wings, on va faire un peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va compter sur un côté combien on a de pièces, donc on en a n, on va enlever les deux coins, ça fait moins 2, et comme sur un cube impair on a des midges, on va enlever aussi la midge, donc ça fait n-3. Donc si je prends un cube impair et que je fais n-3, ça sera le nombre de wings qu'on aura sur un côté, et comme on a toujours 2 wings par type de wings, ça nous fait donc n-3 sur 2 types de wings sur un cube impair. Ok, maintenant pour le nombre de types de centres, ça va être un peu comme tout à l'heure, on va donc faire n-2 pour enlever les wings de chaque côté, donc n-2 ça nous donne le nombre de centres sur une ligne comme ça. Je mets ce nombre au carré pour avoir tous les centres qu'on a sur une face, j'enlève le centre du milieu qui lui est immobile, et je divise ce nombre ensuite par 4 pour avoir le nombre de types de centres. Ce qui nous fait donc, je l'ai représenté ici, en rouge par exemple, le nombre de types de centres qu'on a sur la face blanche. Et donc on va mettre en exposant sur notre premier 24 factoriel plus n-2 sur 2 mais n-3 sur 2, et en exposant sur notre deuxième 24 factoriel et aussi sur notre 4 factoriel puissance 6, non plus n-2 au carré sur 4, mais n-2 au carré moins 1 sur 4. Comme tout à l'heure, on a deux 24 factoriels avec des puissances, donc on peut simplifier, et après développement et réduction, on obtient 24 factoriel puissance n au carré moins 2n moins 3, le tout sur 4.
Voilà, c'est super, on a une formule générale pour les cubes de taille impaire et une formule générale pour les cubes de taille paire. Mais moi ce que j'aimerais bien, c'est avoir ces deux formules rassemblées en une seule. Et pour faire ça, je vais passer sur ordinateur. Ok, donc j'ai réécrit les deux formules générales ici et là, donc pour n impair on a cette formule là, et pour n pair on a celle-ci. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire pour pouvoir les rassembler, c'est modifier leur écriture, donc les réécrire en les gardant tout à fait identiques dans le calcul, mais à force de les réécrire, faire en sorte que les deux soient exactement les mêmes. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est remarquer qu'on a des similitudes ici et là, et ici et là. Si on regarde ici, donc on a 24 factoriel puissance quelque chose, ici aussi, et ce quelque chose à la puissance, il est très similaire, on a juste un moins 3 ici en plus. Et pareil en bas, la puissance sur le 4 factoriel, c'est 6 fois quelque chose, et ici quelque chose moins 1, et ici juste quelque chose. Ensuite, si on regarde le 12 factoriel fois 2 puissance 10, on l'a pour n impair, mais on l'a pas pour n pair. Et enfin, on a ici un 7 factoriel fois 3 puissance 6, qui devient ici un 8 factoriel fois 3 puissance 7. Donc on peut s'occuper de ça en premier, puisque ça va être assez simple de les faire être identiques. Si ici je remplace le 8 par un 7, donc j'ai fait une division par 8, et qu'ici je remplace le 7 par un 6, j'ai donc fait une division par 3, et que re derrière je multiplie par 3 puis par 8, donc par 24, je me retrouve avec 7 factoriel fois 3, 6, et ici 7 factoriel fois 3, 6. Donc j'ai déjà mis un élément en commun. Donc j'ai décalé ça sur la droite pour qu'on voit mieux les éléments en commun. Maintenant, on va essayer de faire en sorte d'amener ce bout-là, donc cette partie du calcul, on va essayer de faire en sorte de l'amener sur le calcul du bas. Donc, si je décide tout simplement de recopier et de faire fois 24 fois 12 factoriel fois 2 puissance 10, mon calcul deviendra faux, parce que ici j'ai multiplié par une constante et j'ai pas le droit de faire ça. Par contre, si ici je mets des parenthèses et que je mets par-dessus une puissance 0, alors j'ai donc multiplié ici par 1, ici j'ai gardé mon calcul intact. Alors je vais mettre par-dessus une puissance 1, voilà. Et donc ce qui va nous intéresser, c'est essayer de faire en sorte que ce 1 et ce 0 soient écrits de la même manière dans les deux, mais que pour un n impair on est bien un 1, et pour un n pair on est un 0. Pour ça, on peut par exemple regarder ce que fait la fonction sinus. Donc si je rentre dans une calculatrice graphique, la fonction sinus, je me retrouve avec quelque chose qui oscille entre des valeurs qui valent 1 et des valeurs qui valent moins 1. Bon, nous, on veut quelque chose qui fera l'alternance entre 0 et 1, pas moins 1 et 1. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre ce sinus au carré, comme ça. Et donc là, si j'affiche, je me retrouverai avec des valeurs qui oscillent entre 1 et 0. Et ce qu'on peut remarquer d'autre, c'est que ça oscille entre 0 et 1 de manière complètement régulière. On a ici sinus de x qui vaut 0 quand x est égal à 0, pardon, sinus carré de x qui vaut 0 quand x est égal à 0, et quand x est égal à 3, environ 125, bon en réalité c'est pi, on a aussi 0, et ici, à la moitié entre les deux zéros, toujours, on aura une valeur qui vaut 1, donc pi sur 2. Donc voilà ce qui va nous intéresser. En fait, à chaque fois qu'on rajoute pi sur 2 à notre antécédent, notre image, elle va changer de 0 à 1 et de 1 à 0. Donc ce qu'on peut constater, c'est que si on ajoute un nombre pair de pi sur 2, on aura toujours 0. Et si j'ajoute un nombre impair de pi sur 2, j'aurai un 1. Donc ça veut dire que, au lieu d'avoir un 1 ici et un 0 ici, je peux écrire la même chose de chaque côté. Et cette chose va me donner 1 pour n impair et 0 pour n pair. Donc ce qu'on va faire, c'est écrire en exposant sin carré de n fois pi sur 2. Ce qui veut dire que quand on aura un n impair, on aura un 1 en exposant. Et si je recopie la même chose en bas, CTRL C, hop, je me retrouverai ici donc avec un n pair et du coup une valeur qui vaut ici 0. Voilà, donc j'ai rendu ma partie du haut ici et ma partie du bas ici complètement identiques. Et mes calculs sont toujours vrais. Maintenant, il ne reste plus qu'à régler le problème du moins 3 et du moins 1 qui sont ici. Donc, ce que je peux faire, c'est tout simplement reprendre ce que j'avais ici, qui valait donc 1 quand n est impair et 0 quand n est pair, et faire une multiplication. Si je fais ici multiplier par sin carré de n pi sur 2, j'aurai donc une multiplication par 1, et donc mon calcul sera toujours vrai. Je vais faire pareil ici. Hop. Voilà, donc ici mon calcul est toujours vrai aussi. Et si je recopie
cette partie-là, ici, mon calcul est toujours vrai, puisque pour n paires, ici j'ai une multiplication par 0. Et donc j'ai moins 3 fois 0, soit moins 0, j'ai pas changé mon calcul. Donc je vais faire pareil avec le moins 1. Et donc je me retrouve ici aussi avec quelque chose qui n'a pas changé. Et au final, là, nos deux expressions sont complètement identiques. Donc je peux complètement effacer celle-ci et me retrouver ici avec non pas pour n impair, mais pour tout n appartenant à grand N, la formule ci présente. Donc ça veut dire qu'au final, pour tout Rubik's Cube cubique de taille n, le nombre de mélanges distincts qu'on peut avoir sur ce cube, c'est le résultat de ce calcul. Avant de terminer la vidéo, on va quand même vérifier cette formule. Donc voilà, j'ai recopié exactement la même formule qu'on avait sur cette page dans la calculatrice. Donc j'ai laissé la variable n et maintenant on va la vérifier en changeant n par 2 par exemple. Et on va voir si on tombe sur 3 millions comme tout à l'heure avec notre calcul. Voilà, on tombe bien sur 3 674 160. Donc la formule fonctionne pour un 2x2. Maintenant, est-ce qu'elle fonctionne pour un 3x3? On va regarder. Et je tombe bien sur le même résultat qu'on avait tout à l'heure, soit environ 43 trillions. Ok, sur le 4x4, très bien. Je tombe sur 7,4 x 10 puissance 45, qui est le bon résultat. Sur le 5x5, je tombe sur 2,82 x 10 puissance 74, qui, si je vérifie sur internet, oui, c'est toujours le bon nombre. Donc voilà, on a une formule générale qui fonctionne pour toute taille de cube. Et c'est super. La vidéo touche maintenant à sa fin. Je mettrai toutes mes sources dans la description. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à faire cette vidéo. Je pense sans déconner que j'ai dû y passer plus de 10 heures. Donc j'espère sincèrement qu'elle vous a plu et que j'ai été assez clair. J'ai dû refilmer mes explications 3 fois puisque j'étais jamais satisfait de ce que j'avais fait. Je ferai sûrement dans le futur d'autres vidéos, par exemple pour dénombrer le nombre de mélanges sur la famille des Megaminx, pour retrouver donc cette formule, ou autre. Merci à Itreza du serveur Discord de Speedcuber francophone pour m'avoir aidé à vérifier mes formules. Et donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et la partager à d'autres gens qui pourraient être intéressés par mes calculs. Sur ce, cette vidéo très longue tant dans sa préparation que dans son exécution touche à sa fin, et je vous dis à bientôt.